Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Zoom sur qui s'intéresse ce soir à la Commission électorale nationale indépendante CENI qui a été rappelée pour l'organisation du référendum du 15 juillet 2017. Nous allons bien sûr aborder diverses questions, notamment la Ravelcom, recensement administratif à vocation électorale complémentaire, en vue de compléter et mettre à jour le fichier électoral qui a servi à l'établissement de la liste électorale de l'élection présidentielle de 2014. D'autres questions sont également débattues avec mes invités. Il s'agit de M. Abdullahi Diarra, directeur de la communication et de l'éducation citoyenne à la CENI. Bonsoir. Bonsoir. J'ai aussi avec moi Kansir Eliman, directeur des antennes régionales et locales de la CENI. Bonsoir. Bonsoir. Sans plus tarder, comme je l'ai dit tantôt, il a été demandé à la CENI d'organiser le référendum et le Ravel. Quelles sont les dispositions prises par la CENI? Bien, toutes les dispositions ont été prises. Je laisse le soin à mon frère et collègue Kansiré et Liman pour un peu présenter éventuellement. Il est le mieux placé, c'est un peu sa direction qui s'occupe de la mise en place de ce dispositif. Je vous remercie, M. Diarra et chers collègues. Alors, la CENI, comme vous venez de le dire, a été rappelée pour organiser le référendum du 15 juillet 2017. Pour ce faire, la CENI a pris les dispositions suivantes. D'abord, le rappel de son personnel qui avait servi pour les élections municipales, législatives et les élections présidentielles. C'est un personnel compétent, un personnel de haut niveau qui a été choisi. Donc nous avons procédé à la sélection de ce personnel. Il y a eu de légères modifications en ce qui concerne ce personnel. Ce personnel a été formé pendant 3 jours pour encore renforcer leurs capacités dans des domaines divers, aussi bien dans le cadre des Ravel que dans les autres cadres qui concernent le processus électoral. Ceci dit, je voudrais, avant même d'aborder les autres points, faire un petit saut dans le passé. Pour parler un peu des systèmes électoraux. Il y a plusieurs modèles de systèmes électoraux. Jusqu'en 2005 et 2006, c'était le ministère de l'Intérieur qui, en réalité, effectuait proprement les élections. À partir de 2006, les acteurs politiques, après les journées de concertation, ont jugé nécessaire de mettre en place un organe électoral indépendant, collégial, pour suivre et préparer les élections à venir. Donc il y a eu une CENI de supervision en 2006. C'était la naissance, si vous voulez, d'un corps électoral indépendant, avec un champ réduit. C'est-à-dire c'était la supervision de toutes les élections, étant entendu que c'était au ministère de l'Intérieur de préparer et d'organiser les élections. En 2009, on a réédité exactement le même scénario. Et en 2012, comme vous le savez, il y a une CENI indépendante, pérenne. C'est-à-dire que les membres qui ont été choisis, ils ont été choisis pour un mandat. Ce mandat est de 5 ans non renouvelable. Dès leur nomination, ils ont mis en place des structures. Ce sont des unités déconcentrées. Dans les wilayas, vous avez ce qu'on appelle les commissions électorales régionales, au nombre de 15, Nouakchott étant répartis en 3 wilayas. Au niveau des départements, vous avez des commissions
électorales départementales au nombre de 55. Et au niveau des arrondissements, vous avez 31 arrondissements, c'est des commissions électorales d'arrondissement. Bon, après la formation du personnel que je viens de vous dire, ce personnel a été redéployé dans l'ensemble des wilayas et dans l'ensemble des départements et dans l'ensemble des arrondissements. Ce personnel est au total au nombre de 388. Donc ce personnel se trouve actuellement dans les wilayas. Ce personnel, depuis que le Ravel a commencé, et ce personnel est totalement et entièrement dans les wilayas. Donc ils sont sur le terrain, ils sont redéployés et ils ont commencé leur travail. Voilà. Donc, à peu près. On va revenir plus en détail sur ce point. Pouvez-vous nous parler du Ravel de façon, puisqu'il vient de dire que le Ravel a déjà commencé, si vous pouvez nous dire un peu sur cela. Alors, le Ravel, c'est-à-dire le recensement à vocation électorale complémentaire, a démarré le 18 mai et il doit se poursuivre jusqu'au 6 juin 2017, donc pour une durée de 20 jours. Alors, le Ravel a été, ses conditions ont été fixées par décret. C'est une opération qui est sous la responsabilité et la supervision de la Commission électorale nationale indépendante, qu'elle exécute en partenariat avec l'Office national des statistiques, l'ONS, qui est chargé, disons, de l'exécution technique et pratique sur le terrain de l'opération. Alors, le Ravel, complémentaire, comme son nom le dit, est une opération qui vient en complément de la liste électorale qui a servi pour l'élection présidentielle de 2014. Et vous savez qu'il y a 3 ou 4 ans qui se sont déroulés et qu'au niveau du potentiel électoral, il y a bien sûr une évolution. Il y a d'abord les gens qui ont atteint la majorité de 18 ans, il y a des gens qui se sont enrôlés entre-temps, etc. Donc, ce qui fait que ce Ravel complémentaire vise un certain nombre d'électeurs potentiels. D'abord, les personnes qui ont, si vous voulez, qui ne se sont pas inscrits pour telle ou telle raison. Cette raison peut être liée, comme je l'ai dit, à la majorité. Ça peut être aussi des personnes qui se sont enrôlées à l'état civil entre-temps. Ça peut être des personnes qui ne se sont pas inscrites parce que peut-être pendant cette période, elles étaient en voyage ou absentes pendant la période d'inscription. Il y a aussi les personnes qui changent de résidence. Donc, ils changent de lieu de résidence. Par exemple, quelqu'un qui était inscrit à Kifa, qui finalement réside à Nouakchott et qui va s'inscrire à Nouakchott. Donc, ce Ravel concerne tout le territoire national. Et dans chaque commune, il y a au moins un centre de recensement. À Nouakchott, au niveau des différentes communes, il y a au moins 2 centres de recensement. Donc, les dispositions ont été prises pour qu'au niveau de toutes les communes, les personnes voulant s'inscrire puissent s'inscrire. Alors donc, ce Ravel permettra d'aboutir à une liste avec des compléments, comme je l'ai dit, et aussi avec une actualisation. Donc c'est une liste qui va être complétée et actualisée. Complétée parce qu'il y a de nouvelles personnes qui vont s'y enregistrer, pour les raisons que j'ai dites, actualisée pour les personnes qui, en réalité, par exemple, ont changé de lieu de résidence. À la fin du processus, l'ONS et la CENI, bien entendu, vont faire la synthèse, le recoupement pour éviter le doublon, pour arriver, disons, à une liste bien ajustée et bien réelle, conforme à la réalité. Il y a un délai de recours
si rien n'est remis en cause par les recours, cette liste devient officielle et elle est affichée. La procédure de l'opération, c'est exactement la même chose qui s'est passée pour l'établissement de la liste précédente. Il s'agit d'une opération qui est faite suivant l'approche biométrique. Vous savez que la carte d'identité est biométrique et c'est sur cette base que la liste est établie. C'est-à-dire que vous devriez être muni de votre pièce d'identité ou de votre carte d'identification, comme on l'a dit. Cette carte d'identité est introduite dans un lecteur qui récupère les informations qui sont dans la pièce d'identité. Vous savez, sur la pièce, il y a une puce, alors qu'il récupère l'information et vous êtes enregistré de façon électronique, biométrique et rapide. C'est un procédé très intéressant parce qu'il évite, d'abord, il accroît la transparence, il évite les risques de double vote, de doublons, et c'est un système qui est bien éprouvé, bon, surtout qu'on l'a utilisé dans les élections précédentes sans accord. Donc, enfin, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est très important que les citoyens puissent s'enregistrer, puisque vous savez, le vote est un droit, c'est un droit qui nous est donné par la Constitution. Aujourd'hui, le vote est considéré même comme un élément des droits humains, donc c'est quelque chose d'essentiel, il faut pouvoir l'exercer. Donc, la première des choses, pour avoir sa pleine citoyenneté, c'est d'être inscrit sur la liste électorale de son pays. Et là, vous pouvez exercer votre droit de vote dans un sens ou dans un autre. L'essentiel que vous soyez inscrit. Donc, cela est très important. Déjà, le 18, nous avons lancé donc un appel que cette opération se déroule du 18 mai courant au 6 juin, le mois prochain, au 6 juin 2017. Donc, c'est une opération qui se passe sur un délai relativement court. Il est très important que les gens puissent se presser pour ne pas, en tout cas, rater cette opportunité historique qui leur est donnée. Donc, voilà un peu, en gros, si vous avez peut-être des questions, voilà en gros aussi peut-être... Vous avez cité les gens qui peuvent s'enregistrer, mais je ne vous ai pas entendu parler des Mauritaniens de l'étranger. Comment ça se passe pour eux? Voilà, les Mauritaniens de l'étranger sont sollicités. Il y a 6 pays. Il y a, si je ne me trompe, M. Khan, il y a la Gambie, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la France, il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar et les Émirats arabes. Donc, c'est les 6 pays qui sont concernés par le recensement à vocation électorale complémentaire. Donc, les Mauritaniens de l'étranger sont donc sollicités pour voter. Cela a été fait lors des élections précédentes et le même processus donc continue. Et comme Khan l'a dit tantôt, au niveau de l'étranger, nous avons envoyé des commissions qui sont présentes dans ces différents pays et qui sont chargées à la fois donc de superviser le Ravel et en même temps, bien entendu, de superviser et de suivre et de réaliser l'opération électorale référendaire. Avant de revenir à M. Khan, vous ne trouvez pas que le délai de 20 jours est un peu court? Et je voudrais aussi que vous me parliez d'une personne qui désire changer de domicile. Est-ce qu'elle peut s'enrôler ici alors qu'elle s'était enrôlée à Nassaba, par exemple? Tout à fait. J'ai parlé d'actualisation. Quand on parle d'actualisation, ça veut dire que vous actualisez votre inscription parce que elle tient compte de votre situation actuelle. C'est ça l'actualisation. C'est-à-dire qu'on vous dit, si vous étiez précédemment inscrit à Kifa et que vous avez changé de résidence ou de domicile et que vous êtes en Nouakchott, pour actualiser votre inscription sur la liste électorale, vous partez pour vous enregistrer dans ce Ravel. Merci. Je voulais ajouter à ceci. Il y a des personnes qui pensent pouvoir éventuellement faire des inscriptions multiples. Que ces personnes sachent une chose. Dès l'instant que vous êtes inscrit quelque part, cette inscription reste. Il ne peut pas y avoir de doublon. C'est la dernière inscription qui est valable. C'est la dernière inscription qui est valable.
C'est-à-dire la machine, dès que vous avez une autre inscription, la machine va automatiquement rejeter. Donc ce n'est pas nécessaire à chaque fois peut-être qu'on se déplace, qu'on quitte Nouakchott pour aller à Kifa, pour aller à Tar et faire des inscriptions. Cela ne sert à rien. La machine, elle est là, elle est bien huilée, elle n'acceptera pas ces doublons. Donc ça, c'est pour une précision. Tout à fait. Comme l'a dit M. Khan, il s'agit d'un système biométrique. C'est-à-dire qu'il tient compte d'un certain nombre de critères qui sont dans la carte d'identité. Vous avez vos empreintes digitales, vous avez la date et le lieu de naissance, votre paternité, un certain nombre d'informations, et il y a de faibles chances que ces informations se retrouvent chez deux personnes. Donc il y a c'est un système biométrique qui élimine de façon systématique. Et comme l'a dit M. Khan, il faut savoir que ce n'est plus comme l'ancien système manuel. Ici, c'est vraiment un système où la machine va elle-même sélectionner. Dès qu'elle voit qu'il y a deux informations qui sont identiques, elle va en retenir une. Elle ne va pas retenir les deux. C'est un système d'exclusion automatique électronique. Voilà. Maintenant, concernant le délai de 20 jours, ne pensez-vous pas qu'il est un peu court? Non, le délai de 20 jours, l'action se passe de façon simultanée. C'est la même période, qu'on soit à Ayoun, qu'on soit à Nema. Le dispositif, comme l'a dit M. Khan, a été installé 2 ou 3 jours avant même la date du 18. Donc, c'est une opération concomitante, simultanée, qui se passe de façon, si vous voulez, parallèle au niveau de tous les territoires. Et je pense que c'est un délai tout à fait raisonnable. Si les gens y vont, c'est un délai tout à fait raisonnable. On part du fait qu'il s'agit d'un rappel complémentaire. Il ne s'agit pas de prendre l'ensemble de la population. C'est comme le camarade le disait tout à l'heure, ce sont des personnes, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu s'inscrire par le passé. Ce sont ces personnes qui sont concernées. Donc nous insistons pour que les personnes qui ont l'âge révolu, 18 ans, s'inscrivent sur les listes électorales. Que les personnes qui, pour une raison ou une autre, qui étaient peut-être en dehors du territoire national, puissent s'inscrire sur les listes électorales. Puisque, M. Khan, vous vous occupez des antennes régionales, pouvez-vous nous parler de ces antennes et de leur rôle? Voilà, donc je vous remercie, Cheikhna. Comme je le disais tantôt, c'est une émanation de la CENI. Donc c'est l'interface entre les populations, la société civile, les partenaires, les acteurs aux élections. Si vous voulez, c'est la clé de voûte du système. Ils ont exactement les mêmes prérogatives que la CENI centrale. De ce fait, une fois sur place, sur le terrain, ces personnes prêtent serment devant les juridictions compétentes. Ils ont une immunité qui leur permet de remplir convenablement et pleinement la mission de la CENI. C'est quoi la mission de la CENI? C'est tout le système électoral. Ça va de l'inscription des électeurs jusqu'au vote. Donc toutes ces phases sont prises en compte par le personnel qui est sur le terrain. Donc en réalité, tout le travail de la CENI repose sur ces personnes-là. Voilà un peu. Les commissions régionales. Voilà, les commissions. Vous avez les commissions régionales, c'est-à-dire la commission régionale, elle coordonne toutes les activités de la région. Vous avez les commissions départementales qui préparent. Par exemple, dans le cadre du Ravel, ce sont ces commissions qui sont à pied d'œuvre pour faire le Ravel. Donc je me tourne vers vous. Est-ce que la CENI est prête pour le 15 juillet? Tout à fait. Comme vous l'a dit M. Khan, toutes les structures régionales sont en place. Ces structures vont former les futurs membres des bureaux de vote. Donc ça, c'est un rôle important. Et ils ont donc le temps de les former. Le dispositif aussi
pour recruter, installer ce personnel, le processus est déjà en cours. Et nous pensons que d'ici le 15 juillet, tout sera en place. Je parle sous le contrôle de M. Khan. Et en tout cas, nous, on a fait un chronogramme à la CENI. Et ce chronogramme nous permet de réaliser, si vous voulez, toutes les opérations qui nous amènent au 15 juillet. Tu peux montrer ça à la caméra. Okay. Voilà, donc je pense que ce chronogramme est disponible à la CENI et il retrace un peu toutes nos opérations jusqu'à la date du 15 juillet. Donc, ce qui veut dire, vous le voyez, ce qui veut dire qu'en réalité, nous sommes bien prêts pour exécuter cette opération le 15 juillet. Et aujourd'hui même, nous avons fait le point au niveau de notre comité technique et on a vu que le rythme se passe tout à fait normalement. Je pense, M. Khan, il n'y a pas de difficultés. Nos commissions sont en place, elles ont commencé à travailler et le rythme risque même de nous amener à être un peu en avance même sur le programme. Donc, aucun problème. Le chronogramme nous amène au 15 juillet. Il n'y a aucune difficulté aujourd'hui pour la CENI et ses structures démembrées pour en tout cas exécuter cette opération à la date prévue et telle que fixée. Pour revenir encore un peu aux missions de ces unités déconcentrées. Donc, elles sont chargées de collecter l'ensemble des données et de faire remonter au niveau de la CENI centrale pour l'élaboration de la liste électorale. Il y a deux phases. La liste sera saisie au niveau de notre direction de l'informatique. Cette liste va être renvoyée au niveau des structures, affichée. Et les personnes qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas peut-être vu leur nom sur les listes ont un délai de recours qui leur permet de se faire réinscrire. Quand tout cela sera fini, on renverra toutes les listes au niveau de la CENI centrale pour une liste définitive. Une fois cette liste définitive affichée, il n'y a plus de recours possible. Donc elle est définitive et elle servira de base pour le fichier électoral. Voilà un peu ce que je voulais préciser par rapport à cette question. Monsieur Diarra, en votre qualité de directeur de la communication et de l'éducation citoyenne, est-ce que le Mauritanien est bien informé de ce qui se passe? Nous l'espérons. En tout cas, nous comptons sur vous et nous nous préparons à développer une collaboration avec vous et avec tous les autres mass-médias pour qu'en tout cas, nous mettons à la disposition de l'électeur toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse mener cette opération. Il y aura des informations, bien sûr, comme je l'ai dit, sur le Ravel, pour rappeler aux gens les dates, rappeler aussi les lieux, les centres d'inscription. Quant à l'opération du référendum, il y aura des émissions, des spots qui expliqueront un peu aux citoyens, un peu comment cette action se passe. Certainement, nous allons en parler déjà tout à l'heure pour donner un avant-goût sur comment l'opération va se faire. Mais en tout cas, toutes les dispositions sont prises pour qu'en tout cas, il y ait le maximum de sensibilisation et d'information possible. Nous comptons sur vous, les mass-médias, mais nous comptons aussi sur la société civile, parce que c'est une approche de proximité, des ONG, des associations, pour qu'en tout cas, on essaye d'informer les citoyens le maximum possible. Monsieur, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'il vient de dire. Oui, ce travail n'est pas seulement l'apanage de la CENI. C'est l'ensemble des Mauritaniens qui est concerné par cette opération. Donc, que ce soit les masses médias, que ce soit la CENI. Et je rappelle au passage que parmi les missions de la CENI, il y a aussi cette éducation citoyenne. Tout à fait. Et cela fait partie de ses obligations. Nous ne manquerons pas, bien sûr, comme vient de le dire le directeur de la communication, de faire en sorte que le citoyen lambda soit informé de son droit. Tout à fait.
le droit d'abord, c'est, comme on venait de le dire tout à l'heure, c'est d'abord de se faire inscrire. Et là, nous insistons encore de nouveau pour appeler tous les citoyens qui n'ont pas jusqu'ici été inscrits sur les listes électorales de saisir cette occasion pour pouvoir se faire inscrire. Bon, libre à eux maintenant, le moment venu, de voter pour... dans un sens ou dans un autre. Ce qui prouve que la CENI est totalement indépendante. Je l'ai dit d'entrée de jeu, Oui. que la CENI, si vous voulez, c'est un arbitre. Nous arbitrons. Nous sommes à équidistance entre toutes les parties. Tout à fait. Et nous cherchons la transparence et la régularité de toutes ces opérations. C'est notre devoir. Et nous voulons le faire humblement pour que notre pays puisse entrer dans le concert des grandes démocraties. Voilà, je voudrais ajouter par rapport à ce qu'a dit ce directeur sur cette question de transparence. Il faut que les choses soient claires. Le travail de la CENI se passe dans la transparence complète au niveau d'un bureau de vote. Toutes les parties qui le souhaitent sont invitées à venir dans les bureaux de vote, à assister au dépouillement, à voir comment l'opération de vote s'est passée. Voilà, c'est très important. Et même dans la disposition du décret, la campagne électorale qui se passera 15 jours avant la date du scrutin, elle est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte aux membres du gouvernement, pas seulement, aux élus, aux partis politiques, de quelque bord que ça soit, même à la société civile, aux personnes indépendantes. Donc tout le monde est convié à exprimer pendant 15 jours son point de vue pour convaincre l'électeur dans un sens ou dans un autre. Et quand l'opération de vote, M. Khan, se passe dans les bureaux de vote, les gens qui le souhaitent ou qui en expriment la demande auprès de la CENI peuvent assister à l'opération de vote du début à la fin. Et les procès-verbaux ne sont pas secrets. L'extrait du procès-verbal est affiché. Et des copies peuvent en être distribuées. Donc je crois que, comme l'a dit le directeur, les choses, il faut que ça soit clair. La CENI agit de façon transparente dans sa façon de travailler et elle est là comme une structure technique indépendante et neutre pour veiller à ce que cette opération se passe dans de bonnes conditions. Oui, je voulais rebondir un peu sur cette question-là. Oui. Souvent on dit oui, il y a possibilité de fraude. Il ne peut plus, ce temps est révolu. Vous avez un bureau, comme le disait tout à l'heure le directeur. Dans ce bureau, tout le monde est représenté. Toutes les parties concernées peuvent se faire représenter ou être même présentes dans le bureau de vote. Non seulement il y a cela, mais il y a aussi des observateurs étrangers. Il y a l'Observatoire national et il y a la CENI. Il y a la presse aussi. Il y a la presse. Oui. Tout le monde est là. Et une fois le dépouillement effectué, comme il venait de le dire, tout est affiché. Donc les fraudes, je crois qu'il faut... C'est dépassé. Oui, c'est dépassé. C'est dépassé. Ça ne relève plus de... Donc nous allons parler un peu du... Oui, si vous non, allez-y. Du référendum en tant que tel. J'ai lu l'article 2 du décret qui stipule que les électeurs auront à répondre par oui ou par non ou par neutre aux deux questions suivantes. Je vois que vous avez amené avec vous les spécimens de... Si vous pouvez nous... Oui, c'est un peu par, disons par hasard, par coïncidence. Mais bon, puisqu'on y est, effectivement, l'article 2 du décret dit qu'on a, si vous voulez, deux bulletins uniques différents. Deux bulletins uniques différents.
Et excusez-moi, hein, mais les gens appellent même à n'importe quel moment. Alors, deux bulletins uniques différents et chacun concerne une question telle qu'est prévue dans l'article 2 du décret. Alors, vous avez le premier, approuvez-vous le projet de loi constitutionnelle référendum portant sur l'article 8 de la Constitution. Donc, il s'agit de ce bulletin qui concerne le drapeau. Ça, c'est très important parce que... C'est le bulletin qui concerne le drapeau. Le bleu concerne le drapeau, uniquement le drapeau. Et si vous voulez, l'électeur va répondre suivant les trois aspects. Vous avez le oui, le neutre et le non. Il va mettre un signe. L'essentiel que ce signe soit ici dans cette case en bas, ou même s'il le met ici sur le oui, là, hein, j'espère que ça apparaît bien. Donc c'est valable. Bon, il faut qu'il évite que ça soit là, par exemple, ou que ça soit mal mis. Là, le bulletin est nul. Il est complètement nul. Donc il faut qu'il mette son signe ici, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là. Donc il fait son choix en toute liberté. Donc il met un signe qui indique son choix. Et après, il va plier le bulletin pour le mettre dans l'urne. Il est important qu'il le plie parce que quand il le plie, d'abord, le vote est secret, on ne saura pas pourquoi il a voté, et deuxièmement, ça permet d'avoir la couleur correspondante à celle qui est fixée sur l'urne, parce qu'on va mettre ça sur l'urne pour qu'il ne se perde pas, parce que s'il le met dans l'autre urne, il y a un risque de nullité du vote. Donc ça, c'est très important. Alors, l'autre couleur jaune, elle concerne les autres aspects des amendements. Comme ça veut dire... la suppression. Oui, c'est la suppression, la création ou le regroupement de certaines institutions publiques. Donc, elles sont concernées par ce bulletin jaune. Donc, dans le décret, c'est approuvez-vous le projet de loi constitutionnelle portant révision de certaines dispositions de la Constitution du 20 juillet 1994. Donc, c'est fondamentalement la suppression, la création, le regroupement de certaines institutions de l'État, de certaines institutions de la République. Et c'est suivant le même processus. L'électeur va se prononcer suivant ces trois éléments et suivant ce que j'ai dit, et il va plier comme ça, et il met, si vous voulez, dans l'urne. Donc c'est un peu ça. Donc nous aurons à faire un certain nombre de spots, tout ça, pour bien expliquer un peu à l'électeur comment ça se passe. Et aussi, dans les bureaux de vote, aussi les présidents, les assesseurs ont cette mission, effectivement, quand l'électeur se présente, de bien lui expliquer un peu comment ça se passe. Voilà. Je voulais, par rapport à... Oui. C'est-à-dire pour que le vote du citoyen soit validé, il faut faire attention à une chose. Ce document ne doit pas porter un signe distinctif. Il ne doit pas être écorné, déchiré. S'il est déchiré, il est nul. Absolument. Et il faudrait aussi éviter de prendre ce bulletin quand on se trompe, par exemple. Oui, et on met... ce bulletin, si vous le mettez de l'autre côté, il est nul. Absolument. Voilà. Il faut le plier. Il faut le plier et le mettre dans la case qui correspond à ce bulletin. À la couleur. Parce que, comme on dit, le vote est secret. Donc il faut que ça soit... Et en plus, ça présente, comme j'ai dit, l'avantage de pouvoir bien orienter, si vous voulez, la destination du bulletin. Pour qu'on ne se trompe pas d'urne. Et là, il y a le risque de nullité, si vous voulez, du vote. Très bien, je vous laisserai ça après. Donc, pour les antennes régionales... Oui. Bon, on revient un peu aux antennes régionales. Donc, on a élaboré... Excusez-moi, ça c'était important pour moi parce que moi qui suis journaliste, je n'étais pas beaucoup informé comme... Donc j'ai parlé à la place du citoyen lambda. Non, tout à fait. D'ailleurs, on prévoit, comme je l'ai dit, des spots pour que cela puisse être bien clair. L'essentiel, c'est que cette couleur, c'est le drapeau. Et le jaune, ça concerne les autres amendements constitutionnels, dont notamment
la création, la suppression ou le regroupement de certaines institutions de l'État. Voilà. Donc que ça soit clair. Voilà. Pour revenir un peu aux antennes. La liste électorale définitive est affichée. Donc on va vers le vote. Il y a d'abord la campagne. La campagne électorale. Tout à fait. 15 jours. C'est 15 jours. Il suffit simplement de faire une déclaration concomitante au niveau de la CENI et l'autorité administrative compétente. Par exemple, c'est le département, quand il s'agit du préfet ou chez le chef d'arrondissement. Donc, il faudrait nécessairement, au cours de la campagne, 3 jours avant le début de la campagne, faire un programme qu'on dépose au niveau de la CENI, concomitamment, comme je le disais tantôt, au niveau de la préfecture ou l'arrondissement et au niveau de la CENI. Donc, ça, c'est pour la campagne électorale. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur la... Oui. La campagne électorale est très importante parce qu'elle permet aux différents acteurs de s'exprimer dans un sens ou dans un autre. Et nous, la CENI, d'ailleurs en rapport avec la APA, la haute autorité un peu de l'audiovisuel, qui supervise un peu les masses médias, notamment audiovisuels, nous devrions veiller à ce que les différents acteurs qui le souhaitent puissent s'exprimer, nonobstant de leur statut. Si par exemple, comme le dit M. Khan, il y a au niveau d'une zone des gens qui demandent un emplacement en rapport avec l'autorité et qui ont eu, si vous voulez, suivant les priorités et les règles fixées par les dispositions concernant la campagne électorale, si X a eu cette priorité en vertu de ce dispositif légal et réglementaire en termes de campagne électorale, il va l'avoir, quel que soit son statut, son origine politique ou sa couleur politique. Donc ça importe peu. Et que ça soit, quelle que soit aussi la campagne qu'il va mener, que ce soit pour le oui, le non ou le neutre, nous, on ne tient pas compte de ça. On tiendra compte d'un certain nombre de règles, de critères qui sont prévus dans les textes en termes de lieux, etc., à attribuer, par exemple, par nos antennes locales, comme le dit M. Khan, en rapport, si vous voulez, avec l'autorité. Donc la campagne, elle est tout à fait libre et elle doit être conforme à un certain nombre de règles, de dispositions, dans le respect mutuel. Elle doit se passer dans un sens apaisé et c'est un peu cela, si vous voulez, pour nous, la campagne. De telle manière que les citoyens, que les lecteurs puissent avoir l'information des uns et des autres pour faire son choix en toute âme et conscience. Voilà. Donc, je vais vous poser une question un peu banale peut-être, mais pour voter, le citoyen doit être muni de quoi? Oui, mais le citoyen, il a sa carte d'identité, il y a la liste du bureau, et il faut que cela corresponde. Bon, maintenant, il peut avoir sa carte d'électeur, tout à fait, qu'il peut retirer, parce qu'elle sera faite dans le sillage de la liste électorale. Mais en tout cas, il est très important, bien entendu, qu'il ait sa carte d'identité, parce qu'il faut qu'on l'identifie. S'il est sur la liste, bon, vous savez, la liste électorale qu'on a faite en 2014, elle comportait les photos des personnes. Voilà, c'est très important. Il y a déjà la photo sur la liste électorale, mais c'est très bien, la carte d'identité permet de confirmer. Et donc, c'est une nécessité, c'est même une exigence. C'est une obligation. C'est une exigence. Donc, il trouvera sa carte d'électeur dans le bureau. Soit il la retire. Il la retire. Il a le droit de la retirer dans le centre où il s'est inscrit, hein, dans le Ravel, le centre où il s'est inscrit. Il vient, il cherche sa carte d'électeur. Ou sinon, bon, peut-être le jour du vote, il peut la trouver dans les bureaux, en principe. Elles sont acheminées, je crois, un jour avant. Dans les bureaux, ou 3 jours avant, elles sont acheminées vers les bureaux de vote. Voilà. C'est-à-dire que l'électeur peut retirer sa carte au niveau des unités déconcentrées, auquel cas, si éventuellement la carte n'est pas disponible, quelquefois les gens sont un peu pressés, on peut retrouver la carte dans son bureau de vote.
Donc ce qu'il faut simplement préciser, c'est qu'il faut être muni de sa pièce d'identité nationale. C'est très important. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas voter. Bon, pour ceux qui sont à l'étranger, c'est le passeport biométrique. Tout à fait. Voilà. Donc, dans l'article 3, toutes les opérations électorales du référendum seront exécutées par la Commission électorale nationale indépendante, conformément au texte applicable. Mais dans l'article 4, l'administration assure la sécurité de l'ensemble du processus du référendum et coordonne, le cas échéant, avec la CENI, les mesures appropriées à cette fin. Je voulais que vous m'éclairissiez un peu sur ces deux points. Bon, c'est très clair. Toutes les opérations électorales du référendum seront exécutées par la commission. Vous savez, la commission électorale, c'est elle qui organise le scrutin, comme l'a dit M. Kahn. Elle centralise l'information et elle procède à la proclamation provisoire du résultat. C'est au Conseil constitutionnel qui supervise de faire la proclamation définitive. Donc, que cela soit clair. La question de sécurité est toute simple. C'est que l'administration, les préfets, les gouverneurs, dans les wilayas, les départements, doivent mettre à la disposition des bureaux en personnel de sécurité pour veiller à ce que l'opération de vote se passe dans l'ordre, pas dans le désordre et dans la confusion. Voilà. C'est ça, cette question de sécurité. Oui, c'est-à-dire qu'il y a les forces de sécurité qui votent un jour avant. C'est pour leur permettre éventuellement d'assurer la sécurité des bureaux. On peut avoir quelqu'un qui peut-être peut saboter. Donc dans ce cadre-là, il faut sécuriser toutes les élections. C'est pourquoi on a parlé de cette sécurité-là. Donc, si vous aviez quelque chose à ajouter par rapport au Ravel. Oui. Je reviens sur ce qu'a dit Kahn. Le Ravel est une condition de base. Il est très important de s'engager. C'est-à-dire que le Ravel, c'est la condition sine qua non, c'est la condition de départ pour pouvoir exercer son droit. Et là, on lance un appel aux personnes de s'inscrire, d'être présents dans la liste électorale, pour qu'ils soient en mesure de voter à tout moment dans le cas où les citoyens est sollicité. Parce que le vote, c'est la base de la démocratie, qu'on le veuille ou non. Le vote, c'est la base de la démocratie. Tout le monde s'accorde dans le monde entier aujourd'hui que pour qu'il y ait une démocratie véritable, il faut que les citoyens puissent voter librement. Et pour pouvoir voter, il faut pouvoir être inscrit. En Mauritanie, nous avons cette chance d'avoir institué un système biométrique de la carte d'identité. C'est très important. Ce système biométrique nous garantit une certaine transparence dans le vote. Donc, il n'y a pas de risque aujourd'hui qu'une élection, qu'un résultat soit fossoyé. Donc, cette possibilité qui nous est donnée, vraiment, il est très important que les citoyens saisissent cette possibilité. Peut-être, comme le disait Kant, dans des systèmes classiques anciens, on pouvait se dire, oui, ça ne sert à rien de s'inscrire parce qu'il y aura ceci, il y aura cela. Mais là, vous avez un système qui garantit une certaine transparence, une certaine régularité, une certaine fiabilité au niveau des résultats du scrutin. Et donc, je pense que le Ravel nous permet d'avoir cette possibilité. Il est très important que les citoyens se mobilisent dans un sens ou dans un autre pour au moins acquérir ce droit. Et après, ils voteront dans le sens où ils veulent. Mais au moins que je me dis, voilà, je suis pleinement citoyen, je suis sur les listes électorales et je peux voter à tout moment dans un sens ou dans un autre. Donc, le Ravel est très important. Et il faut que les gens se mobilisent, il faut que les gens s'inscrivent. Merci. Bon, on a remarqué une chose,
c'est que malheureusement en Mauritanie, on attend toujours le dernier moment Ça, c'est vrai. Pour venir s'inscrire. Donc ce qui, en fait, n'est pas bon. C'est des bousculades. Il faut saisir cette occasion-là pour éventuellement, parce que c'est une question de 2-3 minutes, venir s'inscrire et repartir. Donc nous invitons, comme le disait tantôt le camarade Diarra, il faut rapidement aller dans les centres, s'inscrire pour pouvoir éventuellement exprimer son choix. Voilà, je vous remercie. Donc, l'on signale qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Oui. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport au CR et aux commissions électorales départementales et celles d'arrondissement, si vous avez quelque chose à ajouter. Et par rapport notamment au personnel qui est pris, si vous avez quelque chose vraiment à ajouter par rapport à tout ça. Bon, tout à l'heure, je vous ai dit que nous avons redéployé le personnel très qualifié, professionnel. Mais il est au nombre de 388. Vous avez 75 au niveau des régions, 220 personnes au niveau des départements et 93 au niveau des arrondissements. Dans l'esprit de certains, peut-être ceci c'est beaucoup. Mais quand il s'agit d'élections... C'est des emplois, c'est pas beaucoup. Oui, c'est quelque chose de minime. Cela aurait peut-être même demandé un peu plus de personnel pour pouvoir faire ce travail. C'est un travail gigantesque. Quand on voit un peu le chapelet d'actions qui devront être faites, c'est immense. Donc ce personnel répond un peu à cette attente-là pour pouvoir éventuellement faire relever le défi pour nous permettre d'avoir des résultats d'abord à temps réel. C'est ce que nous voulons. Et notre aspiration profonde, c'est de faire en sorte que les résultats puissent être communiqués le plus tôt, à temps réel. Bon, nous avons fait cette opération lors de l'élection présidentielle et nous pensons aussi qu'au mois de juillet 2017, Inch'Allah, cet exploit sera fait, Inch'Allah. Bien, il faut, par rapport à ce qu'a dit Kam, il faut savoir que l'opération électorale, certes il y a les 300 et quelques personnes dont il a parlé, mais il faut savoir que le jour de l'élection, nous aurons des milliers de personnes qui vont travailler, parce que nous avons plus de 3000 bureaux, et dans les bureaux, vous avez un certain nombre de personnes qui vont exécuter l'opération électorale. Donc il y a des milliers de personnes lors, si vous voulez, de la journée de l'élection. Et ces commissions dont M. Khan a parlé ont un rôle capital. C'est pourquoi nous avons veillé à prendre des personnes qui ont eu des expériences pratiquement dans toutes les élections qui se sont passées, législatives, municipales, présidentielles. On a apporté des formations de renforcement de capacité pour nous assurer qu'elles ont bien capitalisé, et aussi les former sur les évolutions ou les spécificités de l'élection référendaire. Donc ça c'est très important, parce que ces personnes auront à charge sur le terrain de sélectionner les personnes idoines, les bonnes personnes sur le plan technique, sur le plan moral, qui vont être formées pour exécuter l'opération de vote au sein, si vous voulez, des bureaux. Donc c'est les dispositions, donc je pense, ont été prises pour qu'on puisse obtenir des résultats fiables, rapides, parce que selon le décret, il faut que la CENI puisse transmettre les résultats au Conseil constitutionnel sans délai, c'est-à-dire immédiatement, rapidement, dans les meilleurs délais. Donc voilà, je crois que les dispositions sont prises pour qu'en tout cas les déploiements se fassent vite, que la centralisation puisse se faire et que
le résultat puisse être proclamé provisoirement et transmis au Conseil constitutionnel pour voir les éventuels recours et pour faire finalement la proclamation définitive. Donc la CENI est prête? Tout à fait. Ça, on peut vous confirmer, je pense, avec mon collègue Khan. On vous a montré en principe. Vous avez tantôt, puisque vous êtes expert en communication, vous avez tantôt parlé de la présence de la presse c'est dans les bureaux ou non, c'est-à-dire que je ne suis pas expert, je ne suis pas expert en communication, cher loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme l'a dit Khan, la CENI accrédite, c'est-à-dire nous autorisons des observateurs de la société civile, nationaux, internationaux, qui demandent d'accéder au bureau de vote pour assister à l'opération de vote. Donc nous avons un témoignage. La presse, la presse vient, elle assiste, elle voit, elle donne des témoignages. Si elle a des remarques à faire, elle est libre, elle les fait. Donc ce qui fait que les bureaux sont ouverts. La seule condition que nous demandons, c'est l'accréditation. Et l'accréditation est très simple. Elle s'est faite sur la base d'une répartition, d'un plan de déploiement à l'échelle du territoire. Parce que, bien entendu, il faut éviter que dans un bureau de vote, que vous ayez plus de personnes que des personnes qui vont voter. Si vous allez vous retrouver dans un bureau de vote, en plus des 3 assesseurs ou des 3 personnes qui dirigent le bureau, vous allez vous retrouver avec 50 ou 70 personnes. Effectivement, cela pose problème. Bon, donc il faut pouvoir répartir au niveau du territoire national pour qu'il y ait un certain équilibre. Et l'idéal pour nous, le souhait pour nous, que le maximum de témoins puissent être répartis sur l'ensemble des bureaux de vote du territoire. Et donc, ça peut être la presse, ça peut être les observateurs, ça peut être des représentants des partis politiques, dans un sens ou dans un autre, des acteurs, dans un sens ou dans un autre. Donc, voilà. Donc, tout cela, c'est pour, en tout cas, garantir, si vous voulez, cette transparence et que cela soit clair, qu'on est prêt, donc, à garantir, en tout cas, cette transparence pour que cette élection ou ce référendum se passe dans les meilleures conditions. Merci. Quel est votre mot de la fin? Bon, notre leitmotiv, c'est la transparence. Tout à fait. Quand tu dis transparence, c'est-à-dire que tout un chacun, tous les Mauritaniens sont invités à voir un peu ce que nous faisons. Nous le faisons dans la régularité, dans la transparence et dans le plus grand professionnalisme. Nous souhaitons simplement que tout un chacun puisse un jour recouvrer son droit. Comme vous veniez tout à l'heure de le dire, fait partie maintenant des droits humains, le vote. Donc les citoyens doivent se faire inscrire et la CENI est là pour cela. Je vous remercie. Merci. Donc, moi, le mot de la fin, nous invitons nos frères et sœurs de s'inscrire à ce Ravel qui a commencé le 18 mai et qui s'arrête le 6 juin. Donc, j'insiste, il faut faire l'effort. Le Ravel concerne les personnes qui ne se sont jamais inscrites à la liste électorale. Quelqu'un qui n'est pas inscrit ne peut pas voter. Donc, on insiste. Des gens qui viennent d'avoir des 18 ans ou qui les ont eus ces 3 dernières années, on doivent aller pour s'inscrire au Ravel complémentaire, c'est important. Les personnes qui changent de lieu de résidence doivent actualiser leur inscription. Les personnes qui se sont enrôlées à l'état civil après les élections présidentielles ont la possibilité de s'enregistrer dans ce Ravel complémentaire. Donc, cela est très important. Et pour s'inscrire dans ce Ravel, il faut être muni de sa carte d'identité biométrique. Et si on n'est pas inscrit dans cette liste électorale, on ne peut pas voter. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. La liste électorale, l'inscription à la liste électorale est la condition sine qua non pour pouvoir se rendre dans un bureau de vote et pour pouvoir voter. Donc, voilà.
Merci, Monsieur Abdallah Diarra. Je rappelle que vous êtes directeur de la communication et de l'éducation citoyenne à la CENI. Merci également à Monsieur Kansire Eliman, directeur des antennes régionales et locales de la CENI. Je remercie également l'équipe technique, cadreur Ahmed Salim Oul-Issa, Abdrahim Mohamed Mahmoud, son Barafal, nodaliste Tahman Ouloumoud, script Mentouhbin, réalisation Saïd Oulamrabat. Quant à moi, je vous dis au revoir.